Ce n'est pas un parti politique, mais un mouvement citoyen. Le Conseil national de transition a le plaisir de vous accueillir pour ce vendredi 16 juillet dans La France libre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Philippe, bonsoir à Bruno, bonsoir à Marie. L'actualité tout de Bonsoir. suite. Oui, bonjour à tous. L'actualité, évidemment, elle se réchauffe. Elle se réchauffe à partir du même événement, à partir de toujours les mêmes déclarations de Monsieur Macron qui ont eu lieu lundi dernier et qui engendrent un certain nombre de réactions dans la population. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui sont d'accord pour aller spontanément se faire vacciner contre un certain nombre de maladies, à condition que leurs médecins et que la voie publique et que le bon sens les rassurent et leur donnent envie d'y aller. Et ça, c'est le contrat quasiment social ou moral qui a eu lieu depuis la fin de la dernière guerre mondiale. On a tous accepté d'aller se faire piquer nos enfants, c'était pour notre santé, etc. Ça se passait bien. Par contre, il serait venu à l'idée à l'époque à deux personnes d'imposer ça, c'était un choix. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que c'est imposable. Donc, imposable, pas dans le sens de payer des impôts, hein, mais imposable, on nous l'impose. Et donc, cette imposition réveille des peurs. Elle réveille des peurs parce que même si tout le monde dit que c'est merveilleux, etc., qu'on va aller bien, le fait que ce soit obligatoire, c'est louche, c'est bizarre. Parce que jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais, à titre personnel, obligé à me pratiquer un soin par obligation. On ne m'a jamais dit tu vas prendre de l'aspirine, sinon tu pars en prison. Ça, c'est jamais arrivé, ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit avec un système de picouse. Et ça réveille des instincts. Mon cerveau reptilien, probablement, mais qui me dit, oula, là, il y a anguille sous roche là, derrière tout ça. Et est-ce que je suis tout seul à penser ça? Eh ben, quand je me retourne, je m'aperçois que je suis pas tout seul. Je m'aperçois qu'il y a des foules dans la rue qui défilent pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer pour moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on est tous des humains qu'on a à peu près tous les mêmes réflexes. Et là, il s'agit d'un réflexe. Donc, les gens sont dans la rue par réflexe, par crainte, et ils demandent des explications au pourquoi du comment de cette obligation. Ces explications n'arrivent pas ou arrivent mal, avec des mots qui ne sont pas crédibles, avec des expressions qui ne sont pas du tout, qu'on n'a pas envie de suivre. Et donc, automatiquement, dès lors qu'on n'a plus confiance dans cette partie-là, qui nous parle dans l'oreille toute la journée à la télé, et dans les postes et dans les journaux, bah, c'est assez logique qu'on se tourne vers d'autres voies qui disent autrement et qui disent que peut-être il ne faudrait pas y aller, quoi, et qui disent les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas y aller. Voilà, on est exactement à la croisée de ce chemin-là, qui consiste à prendre conscience qu'il y a un danger naturel qui nous est instinctivement donné pratiquement par notre cerveau ou par notre corps, qui dit non, je ne suis pas d'accord, dès lors que c'est obligatoire, j'en veux pas. Et quand on a une profession comme la profession des personnes de la santé qui sont vent debout contre cette décision hein, qui va aussi à leur encontre, et parce que ce sont eux les premiers en première ligne, en premier de cordée, comme on dit, qui vont bénéficier avec des gros guillemets hein, de cette obligation vaccinale, eux, comme par hasard, alors qu'ils sont les plus savants en la matière, eh ben, sont vent debout et n'en veulent pas. Et beaucoup disent qu'ils vont carrément donner leur démission. Hein. C'est des choses qu'on entend et c'est pas rare. Et j'ai de nombreux exemples, ne serait-ce qu'autour de moi. Donc forcément, il y a un mouvement qui est en train de s'enclencher. C'est un mouvement rotatif qui peut devenir un vortex, en quelque sorte, social, dans lequel on ne sait pas où ça va nous emmener. Ce type d'obligation, c'est des choses dont on ne veut pas, exactement comme en 1789, on ne voulait pas mourir de faim. Aujourd'hui, on ne meurt pas de faim, mais demain, on nous dit qu'on va être piqué et on ne sait pas si ça va avoir une incidence sur mon corps, sur ma vie, sur mon être profond. Donc, on est sur des choses de l'ordre du fondamental. Donc, c'est ce que je voulais mettre en avant et dire que cette actualité donc, qui nous traverse en ce moment, on a ouvert une boîte de Pandore lundi et il n'est pas sûr qu'elle se referme tout de suite. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vais laisser soit Bruno, oui, Bruno a des choses à nous dire. Ensuite, on passera à Sylvain pour l'ordre du jour, ou en tout cas le mot du jour. Merci Philippe. Bah, écoute, je vais comme d'habitude rebondir sur ce que tu disais. D'abord, je vais remercier Marie et l'accueillir avec nous. C'est bien d'avoir une femme avec nous parce que sinon, on va finir par nous dire qu'on est misogyne et qu'on est machiste. Donc, c'est très très bien que tu sois là, Marie, et que tu interviennes. Voilà, donc deuxièmement, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, c'est que ce qui s'est passé lundi au niveau de Macron n'est que l'aboutissement
d'une très, très, très longue, je dirais, provocation qui se fait depuis des années avec ce qu'on appellerait la pensée unique et le politiquement correct. C'est-à-dire que depuis des années, on empêche de s'exprimer des gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement et avec la pensée unique, entre guillemets, qu'on retrouve dans les médias. On a commencé par les faire taire, on a commencé par les censurer, et puis on a fini même par enfermer certains, comme Fourtillan, dans des hôpitaux psychiatriques, ou alors les démettre de leurs fonctions dans certaines organisations comme le professeur Perron, ou le menacer même, voire physiquement, comme Didier Raoult. Et puis, on a été encore plus loin en mettant carrément en prison certaines personnes, certains lanceurs d'alerte qui annonçaient depuis déjà très longtemps ce qui allait se passer, comme notre ami et fondateur Éric Fiorile, qui est notre meneur à tous et qu'on attend avec impatience parce qu'on a besoin de lui. Le CNT est un groupe populaire, indépendant, et qui veut donc rétablir la souveraineté du peuple, mais même si nous fonctionnons donc avec des commissions, Éric Fiorile, c'est notre fondateur, c'est notre leader initial, et sans lui, il y a vraiment un manque très important. Et là, aujourd'hui, ça fait quand même déjà 212 jours qu'il est enfermé sans aucune raison évidente par des juges qui, tout simplement, sont aux ordres de l'oligarchie qui nous gouverne, et donc vis-à-vis desquels on n'a aucune puissance actuellement, aucun pouvoir, mais qui manifestement ne savent plus quoi faire pour le maintenir en détention en multipliant les excuses les unes derrière les autres au bout de 6 mois. Une détention provisoire de 6 mois, ça commence à faire long. Voilà, donc toutes nos pensées pour Éric et qu'il sorte le plus vite possible. Je repasse la parole à qui le veut. Merci. Alors, juste pour dire que c'est désormais 7 mois, hein, plus de 7 mois, hein, que ça fait plus de 7 mois qu'il y est. Hein. Voilà, donc le temps passe vite. Merci à toi, Sylvain. L'actualité en images, nous allons regarder des images du 14 juillet et puis il y a également un petit montage que je vous ai préparé, nous allons partager ça immédiatement. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Après l'allocution du président, du surveillant général de la République, les réactions en France, dans la ville d'Avignon, pour commencer. Saint-Denis de la Réunion. Des images de Montpellier dans l'Hérault. Et nous finirons par des images de Paris.
Voilà, pour l'actualité. Un commentaire dessus, effectivement, on a dit à toutes ces personnes qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui que jusqu'à maintenant, on leur mettait des contraintes importantes, on les faisait se confiner, on les faisait porter un masque, et elles ont tout accepté relativement calmement. Et puis, avec le temps qui passait, le fait que cette pandémie ne montrait pas le bout de son nez, c'est-à-dire que sur le terrain, personne ne se rend compte qu'il y a des gens plus malades que d'habitude, ou plus souvent, ou plus longtemps, etc. Autour de soi, on a effectivement des gens qui sont morts étiquetés Covid, mais quand on pioche un petit peu, on s'aperçoit que c'était peut-être une comorbidité avec autre chose. Et quand on voit les chiffres globaux de l'INSEE, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de morts cette année que l'année précédente et que l'année d'avant. Donc tout ça mis bout à bout, au fur et à mesure que les personnes qui sont sous contrainte se rendent compte parce qu'elles se renseignent elles-mêmes qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre derrière tout ça, peut-être parce qu'elles se rendent compte aussi que les personnes dans lesquelles elles font le plus confiance, qui sont respectivement le gouvernement, leurs médecins de famille et leurs banquiers accessoirement, eh bien ces piliers-là sont en train de s'effriter. Et elles se rendent compte notamment que concernant la partie médicale, il y a des avis différents, opposés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des avis différents. La question n'est pas là, même quand on est médecin, entre médecins. Mais qu'ils soient un peu différents, ça paraît normal. Beaucoup différents, c'est déjà inquiétant. Et opposés, c'est carrément effrayant, quoi. Parce que c'est la différence entre la vie et la mort. Certains disent vous allez vivre, d'autres disent vous allez mourir. Et ça, c'est quelque chose qui effraie. Donc, plutôt que de dire on est entre les mains d'assassins et de prendre conscience que peut-être qu'il y a des gens qui veulent autour de nous notre mal, eh bien, les gens disent stop. On n'en veut pas. On porte pas de jugement. On vous dit pas de vous en aller. On dit non aux cartes pass. Au pass obligatoire, au pass vaccinal. Donc voilà, donc ce non, c'est un non clair. C'est pas encore un jugement, c'est pas encore une sommation d'aller plus loin dans les informations scientifiques telles qu'elles nous sont délivrées dans les mainstreams depuis un certain nombre de temps. On n'en est pas encore là. Mais pour l'instant, cette foule nous dit clairement, on n'en veut plus. Stop, on arrête. Mais alors, on a envie de lui répondre, mais alors attention, toutes les précautions sanitaires, etc. S'il n'y a pas de passe, vous risquez de vous communiquer différents Covid-19 et autres maladies diverses. Ben, ils s'en fichent un peu. En fait, ils s'en fichent un peu parce que peut-être inconsciemment, ils ont déjà intégré le fait que c'était peut-être pas quelque chose de très sérieux et que justement, il n'y a pas de résultat qui montre qu'il y a un danger tel en France. Et puis surtout, les quelques personnes qui ont la visibilité de ce qui se passe tout simplement à l'étranger. Et quand je dis l'étranger, c'est l'Europe, hein, c'est pas le bout du monde. Et qui ont des amis en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou autre, s'aperçoivent que dans ces pays-là, cette mascarade est terminée. C'est quand même très étrange. Donc, ils ont beaucoup de mal à se dire que la règle qui prévaudrait sur le reste du monde ne prévaut pas en France et que la maladie se serait concentrée sur le territoire France. C'est juste pas logique. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'analyse. Quand je dis on, c'est l'ensemble des personnes qu'on a vues dans les rues. On n'est pas encore dans l'analyse, mais on est déjà dans le refus. Le refus, y compris contre nos propres intérêts potentiels qu'on nous sert, qu'on nous vend à longueur de journée en disant il faut absolument qu'on vous protège contre vous-même, mesdames et messieurs, car vous ne savez pas à quel point respirer devient dangereux. Donc, se toucher devient dangereux. Voilà. Et on s'aperçoit que quand on respire et normalement sans masque et quand on se touche normalement, ben il n'y a pas plus de conséquences qu'avant, quoi. Donc à un moment donné, il faut que la promesse soit tenue. Or, la promesse n'est pas tenue. On sait déjà que le rôle des politiciens, c'est de ne pas tenir leurs promesses. Ça, c'est pas nouveau. Mais en l'occurrence, concernant cette pandémie, concernant cette urgence sanitaire, la promesse, non seulement elle n'est pas tenue, mais on a l'impression qu'il se réalise exactement l'inverse de la promesse, quoi. Et tout ça, il y a une prise de conscience générale de la part des peuples, de la part des personnes, qui ont compris qu'il était urgent de sortir, parce que si ils acceptaient ce pass sanitaire, à ce moment-là, la vie heureuse était terminée, quoi. Et puis en plus, les commerces allaient fermer. Et puis il y allait y avoir comment dirais-je, des conséquences immédiates.
Et il n'est pas question de dire à ces commerces, mais ne vous inquiétez pas, on va vous payer votre chiffre d'affaires, votre manque à gagner pendant les 2 ans qui viennent. Ça n'a pas été proposé par M. Macron. J'en ai pas souvenir. Donc, il n'y a pas de contrepartie à cette contrainte exorbitante de ce pass sanitaire. Et là, je dirais, c'est un point de rupture, tout simplement, hein. Pour l'instant, qui se passe plutôt bien, parce que les foules que nous voyons défiler, elles sont plutôt joyeuses. Elles ont envie de sortir parce que c'est l'été, parce qu'il fait soleil, parce qu'elles ont envie, effectivement, d'être dans le bonheur et pas dans le malheur, et qu'elles se rendent compte que tout ça est à portée de main. Et on leur impose, quoi, un pass sanitaire pour circuler. C'est juste contre-productif. Ou alors, il est possible que tout ça soit une manœuvre et que ce soit fait pour exciter les foules. Auquel cas, je trouve qu'elles répondent de façon très raisonnable en disant simplement non, sans violence. Et ça, c'est la meilleure des réponses possibles. Voilà ce que m'inspirent les images que je viens de voir. Je voulais juste rajouter à ce que vous venez de dire tous les deux, que ne serait-ce que dans mon entourage, je connais des personnes qui se sont fait vacciner, mais qui sont absolument pas d'accord avec ce que Macron a décidé. Question de liberté, question d'éthique. Il y en a même un qui m'a dit, on ne s'est pas battu pendant des siècles pour avoir notre liberté, pour se l'avoir volée. Ils ont choisi de se faire vacciner librement et ils ne supportent pas qu'on oblige les autres à se faire vacciner s'ils ne le veulent pas. Et ça, c'est très important à comprendre et à voir, parce que dans la psychologie du peuple, il y a des choses qui commencent à bouger fortement à ce niveau-là. Alors, il y a plusieurs formes de coercition. Oui, Bruno, excuse-moi, Sylvain, je te rends la parole après. Il y a plusieurs formes de coercition, et une qui consiste à dire, mais attendez, la vaccination n'est absolument pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez, vous restez libre, hein, et il n'y a pas de contrainte. Mais par contre, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus aller à l'école, vous ne pouvez plus aller travailler, etc., etc., etc. Et il y a une population qui est particulièrement sensible à ce genre de chantage, c'est la population des personnes qui n'ont plus leur liberté, justement, la population du monde carcéral. Il faut savoir, on a l'exemple, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, que certaines personnes qui viennent d'être incarcérées, si elles veulent avoir accès simplement à leur dossier judiciaire, doivent obligatoirement se faire vacciner. Ça, nous ne le savons pas quand nous sommes à l'extérieur. Mais imaginez le stress de quelqu'un qui avait décidé de ne pas se faire vacciner pour des raisons personnelles et à qui on oblige de se faire vacciner juste en contrepartie et pour qu'il puisse avoir accès à son dossier. C'est juste inhumain, quoi. C'est un chantage inhumain. Donc voilà les situations dans lesquelles nous sommes conduits, vers lesquelles nous sommes conduits de par l'attitude de ce gouvernement. Voilà ce que je voulais dire. Il y a un mouvement national donc attendu demain le 17 juillet à partir de 14 h dans tous les grands centres-villes de France. Notre sujet de ce soir, déontologie, ça tombe bien. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Le terme déontologie vient du grec déontos qui veut dire devoir. Dans son sens courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur travail. Les obligations partagées par un groupe reflètent des valeurs ou des principes jugés fondamentaux. On les consigne parfois dans un code de déontologie appelé aussi morale professionnelle. Bien que la déontologie soit très présente dans divers milieux professionnels, beaucoup de travailleurs ne sont pas encadrés par des codes. Le code de déontologie est un document ou ensemble de documents qui régit une profession dans son intégralité sur les attitudes et comportements adéquats. Elle vise donc à déterminer les agissements inacceptables dans l'exercice de la profession en question. Il en existe pour de nombreuses professions, policiers, médecins et métiers de la santé, avocats, architectes, magistrats, etc. Dans ces métiers, le code de déontologie est d'une importance capitale. Ainsi, le non-respect des règles qu'il contient peut aboutir à des conséquences juridiques, voire, dans les cas extrêmes, à la perte du droit de participer à l'exercice de sa profession. Par exemple, le concept de secret professionnel et médical correspond à l'article 4 du Code de déontologie médicale. Par conséquent, un médecin qui révèle une information confidentielle sur l'un de ses patients ou sur sa santé se soumet à des conséquences pénales. Les règles de déontologie qui encadrent les activités des professionnels de la sécurité publique et privée sont fixées dans différents codes et chartes. Secret et discrétion professionnelle, probité, discernement, impartialité, respect de la population, règles d'usage de la force. En France, le défenseur des droits est l'autorité chargée de veiller au respect de ces règles de bonne conduite. Un sujet, vous me direz, d'actualité, effectivement, déontologie, le sujet de ce vendredi. Alors, je veux bien ouvrir le feu sur la déontologie. Alors, on vient de voir que c'est une sorte de sous-conception de la morale, effectivement.
on aura assez vite fait le tour de ce que c'est que la déontologie, puisque tu viens brillamment, Sylvain, de nous exposer l'essentiel. Et c'est bien. Voilà. Alors après, comment raccorder une déontologie avec le reste? Moi, j'ai envie de dire qu'une déontologie, elle suppose bien sûr une morale, et même plus que ça. Elle suppose ce qu'on appelait autrefois l'honneur, quoi. Alors l'honneur, c'est une notion qui a un petit peu disparu du paysage. Je suis pas là pour faire du passé ou du passéisme. C'est pas du tout le sujet, mais c'est quelque chose qui n'est plus dans l'air du temps, quoi, en quelque sorte. L'honneur d'un homme, ça valait plus cher que sa vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on sortait de cette zone de l'honneur, certaines personnes n'hésitaient pas à mettre fin à leur jour pour ça. Les nobles, lorsqu'ils avaient perdu au jeu, etc., ben, ils se pendaient à une corde, hein, et ils allaient se suicider. Alors j'ai envie, ça ne veut pas dire que l'honneur, c'est se suicider, hein. Ça veut dire simplement qu'ils avaient une si forte conception de l'honneur qu'ils s'étaient mis dans une impasse, et la seule façon d'en sortir, c'était par le ciel, en quelque sorte, hein, et par le jugement divin. Donc voilà, donc l'honneur, ça va très très loin et c'est rattaché à la morale et qui elle-même donc produit la déontologie, qui est un code qui se répartit par corps de métier en quelque sorte. Alors c'est un code de pas d'honneur, mais un code de comportement. Voilà, mais on a tous au fond de nous la capacité à avoir un code d'honneur. Et le code d'honneur, c'était effectivement l'apanage de la noblesse, notamment sous l'Ancien Régime, qui était très fort. Ces codes d'honneur, ils étaient gravés dans le marbre. Ils ont disparu peu à peu avec le temps, avec les guerres, avec la modernité, avec le remplacement d'une classe sociale par une autre, par la bourgeoisie en l'occurrence, qui, elle, est beaucoup moins attachée à une codification morale, et qui plus est, selon qu'on vient de la religion X ou de la religion Y, ces codes ne sont pas les mêmes. Donc ils se mélangent, ils se collapsent, voilà, et ils se restituent. Et parfois, ça donne sûrement, très sûrement, lieu à des malentendus entre différentes religions qui interprètent les choses de telle façon. Et si on n'est pas au courant, on risque de tomber à plat ou de trouver que ces gens manquent d'honneur, alors qu'en fait, ils ont agi en parfaite adéquation avec leur code religieux personnel qui leur disent de faire ce qu'ils font. Voilà. Je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais il y a parfois des incompatibilités. Et quand on parle d'honneur à des gens, ils savent pas ce que c'est. Moi, je faisais la queue pour un document à la sécurité sociale, je me souviens. Et il était marqué sur le document, voilà, je m'engage sur l'honneur. Alors, machin, hein, alors moi, je m'engageais sur l'honneur. C'est pour moi, je lisais le texte. Et il y avait certaines personnes à côté de moi qui me disaient, je sais même pas ce que c'est que l'honneur, quoi. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la déontologie, sauf si elles sont effectivement dans un corps de métier, si elles sont dans un corps de métier particulier, où là, normalement, elles y ont été acceptées dans ce corps de métier parce qu'elles avaient la capacité morale à accepter une déontologie, c'est-à-dire le devoir qu'on se donne à soi-même à l'intérieur de ce métier, de cette corporation. Donc, la déontologie, c'est ça, c'est est-ce que je suis déontologie? Alors, on pourrait se poser par extension la question de savoir si nos politiciens ont un code d'honneur, ont une déontologie, ont une morale. Bah, j'ai envie de vous renvoyer la balle pour cette question-là, messieurs ou mesdames. Bah, Philippe, moi je pense que malheureusement, la déontologie politique, il y a bien longtemps qu'elle a disparu, contrairement à celle qui existe dans un certain nombre de professions, notamment la profession médicale, les avocats, etc. Et d'ailleurs, qui vraiment est combattue par le système qui nous gouverne, parce que le secret professionnel des avocats, il y a longtemps qu'il a disparu, le secret professionnel des médecins, de plus en plus est abîmé, détruit, et encore plus actuellement. Et en fait, on peut dire que la déontologie, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se place sous les lois. C'est-à-dire qu'il y a les lois, et puis il y a aussi des codes internes à chaque profession qui correspondent à l'éthique de chaque profession. Et le problème, c'est que cette éthique a été bafouée des centaines de fois depuis de plus en plus actuellement, et que ça pose énormément de problèmes moraux, comme tu le disais, par rapport à l'honneur, etc., de beaucoup de professionnels qui se posent
qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Et je connais par exemple des avocats, on en connaît un d'ailleurs tous les deux, qui ont quitté la profession parce qu'ils ne pouvaient plus supporter les manquements à la déontologie et à l'éthique. Il ne faut pas oublier aussi que les conseils de l'ordre de certaines professions ont été créés sous le régime de Vichy. Donc leur but, n'était pas d'avoir une éthique, c'était de bloquer, c'était de contrôler ces professions en leur imposant des règles trop strictes et en faisant souvent fi de la vraie déontologie qui peut exister à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire suite à ce que tu viens Je voulais d'exposer. juste rappeler la déontologie journalistique qui se veut la vérité, la rigueur, l'exactitude, l'intégrité, l'équité et l'imputabilité. Et le respect des sources. Évidemment, évidemment. Ça va de soi. Oui, c'est important de rappeler tout ce que tu viens de rappeler par rapport au journalisme, qui est un métier qui est très en avant, qui est très en pointe, voilà, qui est très en pointe face au public. Donc on les entend tous les jours, on les voit tous les jours, ces messieurs. Et quand il y a des manquements, évidemment, on les voit d'autant plus qu'ils sont souvent exposés à nos yeux. Donc effectivement, cette déontologie journalistique, on peut tout à fait la discuter, en tout cas discuter de son suivi. Alors, je suis certain qu'il y a parmi des personnes qui ne suivent pas ces règles et qui sont tout à fait persuadées qu'elles sont dans le droit chemin, qu'elles suivent le code de l'honneur. Mais il y en a certaines, quand on leur parle du code de Munich, pas de Nuremberg, mais de Munich, qui justement, je crois, définit un certain nombre de codes journalistiques, eh bien, il faut savoir qu'en France, ce code n'est pas connu, quoi, alors que c'est un code international. Donc, ça en dit long sur le fait que les journalistes eux-mêmes sont dispensés de réfléchir à ce que c'est que la déontologie, qu'est-ce que c'est qu'un code d'honneur, qu'est-ce que c'est qu'un code professionnel. Et de plus en plus, ils sont sous la pression de l'immédiateté, du l'immédiatement rentable, qu'ils ont au-dessus d'eux des gens qui un jour seront leurs juges, capables de l'être, voire même leurs bourreaux, qui les poussent à commettre des actions qui sont en dehors de toute logique déontologique, morale, etc., mais dont les intérêts sont tels que ils vont pressurer les personnes jusqu'à en obtenir l'âme quasiment pour un petit peu de rentabilité, un peu de pouvoir, un peu d'argent, encore un peu plus, toujours un peu plus, au détriment de ces personnes qui marchent en quelque sorte sur leur déontologie, qui font comme si elles ne la connaissaient pas, qui parfois ne la connaissent pas d'ailleurs. Et voilà. Et donc on est dans un monde où on est tous poussés vers aller contre ce qui était juste jusqu'à maintenant et qui d'aujourd'hui devient juste, alors comment dirais-je, encombrant. Voilà, il y a une sorte d'encombrement de la part de ces codes qui ne servent plus à rien, qui sont à dépoussiérer, qui correspondent à une époque révolue, que sais-je encore. Or, tout ça, ce sont des faux semblants. La réalité, c'est que tant qu'on a son honneur, tant qu'on respecte sa déontologie, etc., on a toutes les chances de garder son lien avec le divin, ce que j'appelle moi le divin, hein, c'est-à-dire quelque chose d'indépassable qui nous a mis sur cette planète et qui fait qu'on avance et qu'on est debout et qu'on est des êtres humains et qu'on doit se respecter en tant que tel. Si jamais c'est plus le cas, là on est dans un danger. Donc, si ces codes ne sont plus respectés, si cette déontologie est foulée aux pieds, si des médecins vous expliquent que c'est très bien d'aller se faire vacciner quand d'autres vous disent ah bah oui, ne le répétez pas, mais surtout n'allez pas vous faire vacciner, il y en a forcément un qui dit un gros mensonge et l'autre qui pêche par omission, car il faut quand même rappeler que dans la déontologie des médecins, il y a le fameux serment d'Hippocrate par lequel ils s'engagent à soigner les gens tout de même et à leur dire la vérité sur la science et l'art de la médecine. Donc tout ça est en train de se remuer dans un sac. Tous ces principes qui étaient valables il y a encore pas si longtemps sont sortis du jeu et ne sont pas réintroduits. Et on nous oppose contre ces principes, on nous oppose tout simplement une mondialisation heureuse dans laquelle on n'aura plus à se poser la question ni de déontologie, ni de morale, ni d'honneur, ni de devoir. Et donc, on n'aura plus à faire quoi? On n'aura plus qu'à obéir. C'est aussi simple. Parce que tout aura été prémâché par d'autres que nous, qui nous auront imposé des règles moyennes pour tout le monde et qui feront qu'on marchera tous au pas en pensant à peu près tous la même chose. Est-ce que c'est ce monde-là vers lequel nous voulons marcher? À titre personnel, non, merci.
Maintenant, pour le reste, comment fait-on pour revenir en arrière? Car c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors, pas forcément vers un passé glorieux, mais vers un futur beaucoup mieux réfléchi. Ben, c'est ce que propose le CNP, hein, c'est exactement ça. C'est pas de prendre d'autres politiciens à la place des politiciens, c'est de faire en sorte qu'on arrête tout simplement d'utiliser le chemin de la politique politicienne pour faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble heureux. Et faire autrement, utiliser une méthode différente, en discuter avec tout le monde. Et puis quand on aura des propositions à faire, je pense que les mêmes personnes qui disaient non dans la ville qui était prise tout à l'heure en vidéo, je ne sais plus quelle ville du sud de la France, tu disais. Montpellier, Bon, Avignon, Saint-Denis de la Réunion. ah voilà, tout à fait. Montpellier, Avignon, Saint-Denis, de la Réunion, très important. Eh ben, ces personnes-là, à mon avis, elles seront prêtes à écouter des alternatives. Elles seront prêtes une fois qu'elles auront dit non au vaccin, et qu'elles n'en voudront pas, et qu'on leur proposera déjà une information par rapport à ces façons de soigner, en leur disant que peut-être il existe d'autres façons qui ont déjà été mises en avant par des professeurs autrement plus éminents que nous, car nous ne sommes pas médecins, mais que ces professeurs, ils ont la voix au chapitre autant qu'un autre, et qu'on a le droit de les croire eux plus que d'autres, parce que eux ne nous obligent à rien et eux obtiennent des résultats tangibles avec une médication tangible. Alors que les résultats qui sont obtenus maintenant, à l'heure où on se parle, par un certain nombre de logiques de vaccination, sont loin, loin, loin d'être convaincants. Et ils seraient plutôt convaincants qu'ils ne servent à rien, quoi. Voilà, ou dans le meilleur des cas. Donc voilà, donc c'est dans cette situation que nous sommes, dans une situation de danger, en faisant glisser l'idée de responsabilité également, car il n'y a pas de responsabilité sans honneur, sans sens de la morale, voilà, sans déontologie, bien évidemment. Eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on écroule tous ces piliers, il n'y a plus de responsabilité. Or, nos responsables, nos surveillants en chef, se comportent aujourd'hui exactement comme des personnes qui n'ont plus de responsabilité, qui n'ont plus que des autorités face à nous. Ils ne sont plus qu'une autorité, qu'une surveillance, et que des gens qui nous obligent à aller là où ils veulent que nous allions. Et ils ne se remettent pas en cause. Et dans leur déontologie, par exemple, il devrait y avoir le fait, si je suis un politicien, et que suite à des élections, il n'y a que 10% du corps électoral qui seront au vote, et que je suis élu avec 3% des votants, je me dis, il y a quelque chose qui tombe pas rond dans ma proposition démocratique. Donc, je suis désavoué par le peuple, je donne ma démission, ou tout du moins, je change le Parlement, je fais en sorte de faire un remaniement ministériel. Ça, c'était ce qui avait lieu il y a encore pas si longtemps, c'est dans la Ve République, sous Giscard. Oui, jusque sous Giscard d'Estaing, ça a fonctionné. Mais évidemment, De Gaulle, qui lui est parti suite à un référendum raté, un référendum raté. Hein. Je ne sais pas si vous entendez bien ce que je dis, hein, parce que des référendums ratés, il y en a eu récemment, et personne n'a démissionné. De Gaulle, lui, a démissionné parce que dans sa déontologie, dans sa morale, dans sa conception de la démocratie, il était hors de question qu'il reste en place suite à ce qu'il considérait comme un échec électoral, c'est-à-dire le fait que le peuple le désavoue. Donc, il se sentait désavoué, donc il partait. Aujourd'hui, on a affaire à des gens, on a l'impression qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut pour les désavouer, mais qu'ils ne vont pas partir. Donc là, il va se passer quelque chose. Il se passe déjà quelque chose. Donc, d'avoir retiré toute cette morale, d'avoir retiré cette déontologie, d'avoir retiré ce code de l'honneur qui faisait sens il n'y a encore pas si longtemps, eh bien, fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent plus quel sens donner à tout ça, quel sens ça avait, et qui n'ont plus de repères. Alors, ils ont quoi? Ils ont l'obéissance. Est-ce que j'ai bien porté mon masque dans le bus? Parce que être citoyen, c'est porter son masque. Ben non, être citoyen, c'est réfléchir sur l'opportunité qu'il y a de porter le masque ou de ne pas le porter. Ça, c'est être citoyen. Ça, ce que vous proposez, vous, c'est obéir. Donc, il y a des personnes qui s'intitulent citoyens parce qu'ils obéissent, et en fait, nous, on s'aperçoit qu'ils ne font qu'obéir sans réfléchir au pourquoi, alors qu'ils ont tous les éléments pour réfléchir. Mais ces éléments-là, on leur retire, on fait en sorte qu'on préfère une vaccination à une médication qui marche au moins aussi bien, même de façon vérifiée, qui marche très très bien, alors que pour la picouse, c'est un peu plus compliqué. Eh bien non, personne ne va voir que cette différence de traitement, elle est bizarre, elle est dans le deux poids, deux mesures, elle est arbitraire.
Donc, autant de choses qui vont à l'encontre d'une déontologie, d'une morale. Donc voilà, donc c'est ce glissement permanent qui fait que, à un moment donné, il y a des valeurs qui disparaissent. Et ces valeurs, elles sont plus que fondamentales, elles sont normalement attachées à l'humain, je dirais même au naturel, parce qu'on les retrouve dans la nature, et on peut les étendre à tout le vivant. Je ne vais pas vous faire une description de ce qui se passe dans la nature. J'ai eu déjà l'occasion de parler de comment se comporte, par exemple, un troupeau de rennes avec des biches et des faons. Et ces troupeaux ont à un moment donné une migration à faire. Et pour faire cette migration, il faut à l'automne, hein, il faut qu'ils mangent énormément pour pouvoir supporter la traversée du désert, si je puis m'exprimer ainsi, pour aller prendre leur quartier d'hiver à 50 km, 100 km, peu importe. Et ça, c'est une tradition dans ces troupeaux de rennes. Et donc, que font les rennes? Bah, tout simplement, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils se réunissent en troupeau le jour J. Alors, c'est une date fixe, hein, c'est quelque part dans l'automne. Et puis, il y a un chef qui nous dit, bah, ça y est, on va partir, hein. On nous dit souvent, il faut un chef au CNT. Ouais, très bien. Est-ce que les animaux ont un chef? Bah, je regarde dans l'exemple qui m'est donné, là, que j'ai vu, il n'y a pas de chef. C'est-à-dire que le mâle dominant, celui qui a gagné la bagarre contre le renne le plus costaud du village, donc il est devenu le mâle dominant. Très bien. Mais est-ce que c'est lui qui va donner le top départ de tout le troupeau pour aller commencer la migration? Ben non, on s'aperçoit que non, c'est pas lui. Mais alors c'est qui? Ben, c'est un certain nombre d'animaux qui sont en train de brouter. Et puis lorsque statistiquement il y en a à peu près 50% qui ont levé la tête parce qu'ils ont fini de brouter, ils se sentent donc prêts à la traverser. Et c'est au nombre d'animaux qui ont la tête en l'air, dès que ça dépasse les 50%, le troupeau se met en branle. Le troupeau démarre et les retardataires, tant pis pour eux, la majorité est atteinte et tout le monde démarre pour la migration. Voilà comment ça se passe au sein d'un troupeau de rennes. Donc, il n'y a pas de chef, mais voilà, mais ils obéissent pas à des chefs. Nous, on obéit à des chefs. Donc, on propose que demain, ben, on fasse la même chose que les rennes, c'est-à-dire que ce soit l'ensemble de la population, et pas simplement une majorité de 50%, mais une majorité de 67%, qui emmène la faveur d'une loi ou d'une décision générale. Et ça, c'est ça qui va se passer lorsque le CNT sera aux affaires. Le CNT n'est pas un parti politique, je le rappelle. Peut-être par abus de langage, on a trop tendance à le faire croire, mais c'est une erreur. Le CNT, c'est un outil de gouvernance. Et à l'intérieur de ce CNT, qui a été déclaré en 2015 par Eric Ferril, nous disons que il fera gouvernance au travers de ce qui a été décidé, notamment au travers du procès de Milan en 2019, et ce qui a été décidé plus récemment, à savoir de faire une gouvernance à partir d'un programme préétabli, à l'issue duquel le peuple choisira sa façon d'agir, son gouvernement, etc. Donc, souvenez-vous, les reines, c'est eux qui décident à plus de 50% du troupeau qui va partir et qui va rester et à quel moment on démarre le troupeau pour aller faire la migration. Ben voilà, nous on va faire la même chose. Au bout de 2 ans, on va vous dire, ben voilà, mesdames et messieurs, maintenant vous avez fait un certain nombre de réformes, vous avez renversé un certain nombre de vieilles habitudes qui allaient à l'encontre de vos intérêts. Tout ça s'est passé dans le droit et dans la paix. Et c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous voulez comme régime. Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on lui donne un nom? Est-ce qu'on le rebaptise? Etc., etc., etc. Donc voilà ce qui est proposé par le CNT aujourd'hui, c'est de changer ce paradigme et surtout de changer les idées reçues par rapport au mal dominant qui serait incontournable, puisque sans leader, on ne peut pas avancer. On s'est fait expliquer ça il n'y a pas bien longtemps, hein. Et malheureusement, on n'est plus d'accord avec cette théorie, puisqu'on a fait la preuve que par l'intermédiaire de commissions, tout simplement, à l'intérieur desquelles on va respecter par déontologie le temps de parole de chacun. Et là, les règles sont établies avec des gens qui sont volontaires pour les suivre. Mais ça, c'est pas compliqué à obtenir. Et dès lors qu'on est d'accord sur les règles, pas de souci, et ça se passe très bien. Et dans ces commissions, nous avons dégagé un certain nombre de pistes pour faire avancer l'humanité de façon positive et pour le plus grand bien de tous. Voilà ce que nous avons mis en évidence. Et par là même, nous mettons en évidence qu'on n'a pas besoin de mal dominant. Et si je continue à filer la métaphore entre les reines et nous, c'est juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'hommes politiques pour avancer. La population peut tout à fait se guider par elle-même, et on a fait la preuve au travers des commissions, de façon tout à fait démocratique, sans aucune démagogie, et non plus sans pâleur, hein, c'est-à-dire que tout le monde a pu donner son avis. C'est des choses que nous avons constatées. Et à partir de là, la morale, l'honneur, la déontologie sont des valeurs qui remontent mécaniquement, automatiquement, et on revient au naturel.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça qu'on en a fait la démonstration, qu'on tient à la disposition de n'importe quel politicien si jamais il avait un doute sur la capacité du peuple à se gouverner par lui-même. Voilà, donc on dit bien que nous, on ne passe plus par des représentants du peuple dans le cas de d'une future gouvernance par le CNT. On dit que nous passons par des émanations du peuple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un du peuple qui va voter sa loi, notre loi à nous. Et cette émanation, elle sera tirée au sort dans les grands cas. Donc c'est un tirage au hasard. Je sais que ça paraît un petit peu utopique à un grand nombre de personnes encore, et pourtant, nous en avons fait également l'expérience. Des personnes qui n'ont aucune expérience justement dans un domaine donné sur lequel il va falloir prendre des décisions, qui vont pouvoir conduire à des lois. Eh bien, ces personnes, lorsqu'elles sont briefées, lorsqu'elles sont informées, lorsqu'elles peuvent poser des questions sur le sujet, tout mène à des solutions d'ordre, de nature politique, c'est-à-dire sur le comment vivre ensemble. Et ça, n'importe quelle personne qui a du bon sens est capable de faire des choix en fonction de l'intérêt de tous, du travailler pour tous. Et ça se passe très bien. Et c'est la responsabilité des techniciens de préparer un dossier avec quelques options en disant, voilà, si on fait comme ça se passera comme ça. Si on fait autrement, ça se passera comme ça. Et c'est à eux de faire acte de pédagogie, d'enseignement. Et si jamais ils ne réussissent pas, eh bien, on remettra l'ouvrage sur le métier jusqu'à ce que les choses soient claires pour tous les participants. Voilà un bel objectif. Donc voilà, ce que je voulais dire en digressant, mais pas tant que ça, par rapport à la déontologie, la morale, l'honneur, ce sont tous des mots qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui disent à peu près la même chose, avec des ampleurs différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a énormément besoin de remettre du sens, en tout cas de prendre ces mots qui ont un sens et de les remettre dans notre vie quotidienne, car j'ai le sentiment que celles et ceux qui nous surveillent, non seulement se sont débarrassés de ces codes-là, de ces poids, ce qui pour eux était un poids, et pour nous une manière de vivre ensemble, eh bien ils s'en sont débarrassés, ils ont jeté tout ça par-dessus les moulins, comme on dit, et ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et le fait d'avoir pris des lois qui sont justement illégales, puisqu'elles sont postérieures à 2008, date à laquelle la Constitution, comme vous le savez, s'est écroulée en France, eh bien, le fait d'avoir poursuivi, d'empiler des lois les unes sur les autres, leur donne la possibilité de faire à peu près ce qu'ils veulent, puisque dès lors qu'on a quitté la voie de la légalité, de la légitimité, je dirais que c'est freestyle, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est un petit peu comme à la va comme je te pousse. Et c'est comme ça exactement que les choses nous sont présentées, à la va comme je te pousse, par un surveillant-chef qui nous propose un jour de ne pas mettre de passe sanitaire et le lendemain de nous dire à peu près l'inverse, sans que ça le fasse rougir d'aucune manière, et qu'il est très à l'aise dans ses baskets, puisque justement, il n'obéit plus à ces codes moraux qu'on vient d'évoquer, que ce soit la déontologie, l'honneur ou la morale. Voilà, j'ai été un petit peu long. Si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, je vous écoute. Tout à fait, Philippe. Je voudrais revenir, moi, sur la notion de déontologie au sein du CNT. C'est-à-dire que le CNT, son but, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Or, pour redonner vraiment le pouvoir au peuple, sans qu'il y ait de risque ou de danger, il faut une déontologie et il faut une éthique propre au CNT, chose que les politiciens n'ont plus depuis longtemps, comme tu l'as dit. Il faut un certain code d'honneur. Je pourrais comparer ça un petit peu avec ce qu'était la chevalerie à l'époque du Moyen-Âge. Donc, il faut une nouvelle forme de chevalerie, une nouvelle forme de droiture et d'honneur. Et il faut comprendre que dans la République, le peuple, la plupart des gens ont toujours pensé qu'il fallait obéir à quelqu'un de plus élevé. Et celui qui est arrivé à ce niveau plus élevé, eh bien, il fait intervenir son ego pour souvent écraser les autres. C'est souvent ce qui est devenu la politique au lieu d'être au service des gens, au lieu d'être au service de la population. Eh bien, au CNT, on a ce qu'on a appelé une charte d'harmonie qui définit le fait que pour protéger justement le peuple, pour protéger donc l'objectif de l'installation du CNT, pour éviter qu'il y ait des dérives, eh bien, au CNT, on se doit de ne pas pratiquer le mensonge, on se doit de ne pas pratiquer la diffamation, on se doit de ne pas pratiquer la cupidité, ni la jalousie, ni l'hypocrisie, et encore moins le mercantilisme. Donc, ce sont des valeurs qu'on défend au CNT et qui sont inscrites dans la charte d'harmonie que tout membre du CNT connaît. Et ça, c'est très important parce que
le fait d'être honnête déjà avec soi-même et avec les autres permet de pouvoir avancer en évitant tous les pièges et tous les problèmes et toutes les tentations et les choses-trappes que la République essaye encore de nous mettre dans nos esprits, parce que ça fait 200 ans qu'on est formaté, que la plupart des gens dans la population sont formatés pour obéir à quelqu'un au-dessus de nous, qui soi-disant nous représente, alors qu'en fait, ils ne nous représentent pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent et ils se servent de nous. Voilà ce que je voulais dire pour ajouter à ce que tu viens de dire, Philippe. Tout à fait, absolument. Donc, il faut peut-être un petit peu monter d'un cran pour connaître l'origine de nos mots. Je veux dire que l'argent a tout gâté. La République, c'est la porte ouverte à une forme de corruption. Alors, elle peut être larvée au début, puis un petit peu plus forte après, et puis surtout cachée. C'est-à-dire que si elle est bien cachée, on peut vivre des décennies et peut-être même des centaines d'années sans s'en rendre compte, si c'est bien caché, si c'est bien fait. Et je pense que c'était le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. La grande différence, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Internet et qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations qui font qu'on perce à jour, comme on dit, hein, un certain nombre de collusions, un certain nombre de corruptions qui ont lieu et qu'on est capable même d'aller prouver avec des documents à l'appui. Et ces messieurs qui avaient l'habitude d'être tranquilles jusqu'à maintenant sont un petit peu perturbés. Alors, bien sûr, on les gêne, hein, et quand on les gêne, ils se défendent. Bien entendu, ils ont tous les moyens pour ça. Mais à un moment donné, je pense que la vérité se fera jour et qu'il y aura un temps pour changer les choses. Donc, ce temps, nous l'appelons de nos voeux, évidemment. Donc là, il faut être dans le juste droit, dans le droit, notre droit, enfin un droit naturel, tout simplement. S'appuyer quand c'est incontournable sur les règles qu'on nous impose encore aujourd'hui, même si elles sont illégales, mais par lesquelles nous passons dans certains cas. Et puis surtout s'appuyer sur des règles qui, elles, sont plus profondes et qui nous sont propres et qui sont les droits de l'homme et du citoyen, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont pour nous, encore une fois, le socle, la pierre angulaire de la construction de tout nouvel édifice à venir, qui reste à faire, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a des constitutions à écrire, en tout cas une. Il y a le fait de s'appuyer sur la DDHC, donc Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis, il y a le fait d'abandonner en race campagne, comme ça a été fait en 2008, cette constitution de 1958 qui est morte et enterrée par le fait de la trahison de 2008, justement, hein, par rapport à la volonté du peuple français de ne pas rentrer dans l'Union européenne, je le rappelle. Et puis, il y a eu d'autres coups de canif sévères dans le contrat, c'est-à-dire notamment cette fameuse loi du 5 décembre 2016 par laquelle, tout simplement, le pilier de la magistrature est désormais rentré sous le ministère de la Justice, donc répond à l'exécutif et n'est plus indépendant. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement en contravention avec les termes même de la Constitution de 58. Bon, voilà encore une raison pour laquelle nous n'avons plus de Constitution. Voilà, on pourrait citer d'autres exemples, on se perdrait. Et je pense que un seul exemple devrait suffire, hein, il est suffisant en lui-même en quelque sorte, hein. Normalement, les politiciens auraient dû tirer la conclusion de ces exactions, de ces mauvaises choses, et tout simplement faire une dissolution, refaire un référendum, peut-être même une constitution, que sais-je encore. C'était véritablement à ce moment-là le moment de s'apercevoir que quelque chose de grave s'était passé. Je me souviens très bien qu'en 2008, il y a eu des voix pour s'élever justement sur un glissement sérieux de la Constitution française et de la démocratie française. Mais c'était resté dans les couloirs du palais, comme on dit, hein. Ça n'était pas sorti de trop dans la presse. Et puis, je pense sincèrement que les Français ont dû se dire, bon, à cette époque-là, bon, c'est la France, c'est toujours une république, ce ne sont jamais que des arguties juridiques. Après tout, c'est pas trop notre problème. Tant que le frigo est plein, je me plains de rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement le frigo est vide, mais tout est vide. Et on nous promet encore plus de vide. Donc, la nature, vous le savez, elle a horreur du vide. Nous sommes des êtres naturels. Donc, il va falloir qu'on comble. Il va falloir que les choses évoluent nécessairement. Je pense qu'en haut lieu, ils le savent, car ils connaissent aussi les règles naturelles. Donc, qu'ont-ils prévu pour leur défense? Je n'en sais rien. Nous, on essaye d'armer la nôtre. On essaye de faire en sorte que, quand je dis armer une défense, hein, ça veut dire la construire. Ça veut dire faire en sorte qu'on soit capable d'argumenter. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire.
On n'est pas tout seul au CNT. Simplement, ce qui se passe, c'est que nous appelons toutes les personnes qui prennent conscience de ce qui se passe en ce moment, hein. Nous les appelons non seulement à être dans la dissidence, ce qui est à la portée de toute personne qui est contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, comme dirait l'autre, mais de passer à l'analyse, de passer à l'information générale. Et pour avoir l'information, c'est de venir s'abreuver tout simplement chez les personnes qui ont cette information. Et donc, je ne saurais trop encourager ceux qui nous écoutent à aller chercher sur conseilnational.tv et conseilnational.fr les informations que nous distribuons gratuitement à tout un chacun pour trouver la parade, par exemple, à des exactions dont nous pourrions souffrir, notamment suite au non-port du masque, par exemple, ou au confinement ou à d'autres, ou même à la vaccination. Il y a des textes qui sont très précis sur notre site. Donc voilà, donc je crois qu'il est important de le rappeler. Nous ne faisons que ambitionner d'emmener tout le monde avec nous. Je dis bien tout le monde, c'est-à-dire le peuple. Nous, on n'est pas des leaders, on n'a pas vocation à entraîner les gens derrière nous. C'est pas notre rôle. Par contre, on a un rôle d'information et on a le rôle de dire nous avons l'outil entre les mains qui va permettre à une prochaine étape de gouvernance, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas quand, de pouvoir proposer autre chose plutôt que de tourner en rond en prenant les mêmes pour refaire les mêmes choses. Voilà, ça c'est très important et ça c'est quelque chose que nous offrons à toute la population française. Voilà. Philippe, je crois que Marie aurait quelque chose à dire, à rajouter à ce que nous venons de dire. Une remontée du chat. Non? Alors Marie, une question. Non, une remontée du chat, on a, par exemple, les représentants du gouvernement sont là pour représenter le peuple. Le peuple et le gouvernement. Ouh là là, oui, alors le peuple. Alors effectivement, les représentants du peuple, le problème c'est que les représentants du peuple sont censés faire ou demander à voter ce que le peuple demande. Or, pour l'instant, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Donc, le peuple, c'est nous, oui. Le gouvernement, malheureusement, c'est pas nous. Donc, le gouvernement, ça sera nous quand effectivement la Cour suprême du peuple sera mise en place concomitamment avec la gouvernance du CNT, car ça fonctionne ensemble. Ça n'est pas un contre-pouvoir, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est le passage obligé pour voter sur des grands sujets. Au cas où le gouvernement en place, donc qui sera un gouvernement fort, qui disposera des trois pouvoirs, ça c'est clair, c'est net, ne suivrait pas le programme tel que nous le proposons aujourd'hui. Donc je renvoie à toutes les personnes qui iront sur le site au programme du CNT, car sans ce programme, évidemment, beaucoup de choses peuvent échapper à beaucoup de gens. On pourrait faire un petit détail, et on le fera d'ailleurs, sur le programme, on l'a déjà fait. On a peut-être le tort de ne pas relancer les choses. Je crois que de la façon dont la population à laquelle nous appartenons avance aujourd'hui, compte tenu des urgences, il est important de remettre sur le tableau noir, si je puis dire, des choses qu'on avait dites il y a un an et qu'on avait cru comprises et entendues définitivement. Et ça, c'est un grand tort de penser qu'il suffit de dire les choses une fois et qu'Internet est une mémoire vivante et que les personnes vont y retourner naturellement pour chercher les anciennes informations. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est retraiter les mêmes sujets en boucle. Et donc, il faudra que nous traitions urgemment, et c'est à mettre à l'ordre du jour dans les prochains directs, le programme de la transition. Hein, parce qu'on en parle souvent et à mon sens, on ne le voit pas assez. Or, ce programme, il est primordial. Il nous parle de liberté, il nous parle d'aisance financière, c'est-à-dire d'absence de stress financier pour pouvoir décider d'un certain nombre de choses pour notre avenir, encore une fois sous une période de 2 ans qui est contractuelle. Et il nous parle de communication, d'information majeure, il nous parle de libération des brevets, il nous parle de financement par une TVA flexible, il nous parle de la suppression d'un certain nombre d'administrations qui sont, de notre point de vue, inutiles et qui seraient bien mieux réorientées dans d'autres directions. Et il nous parle de récupérer pour chacun une capacité d'accéder à un travail rémunéré. Voilà, et il nous parle de récupérer la monnaie, de notre propre monnaie, etc., etc. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet parce qu'il est vaste, mais les grandes lignes ne sont pas si nombreuses et en dessous, ce ne sont que les arborescences et des détails dans lesquels on peut rentrer en dehors de cette tribune où nous parlons tous les 3 soirs par semaine. Donc, Mais voilà. Philippe, en conclusion sur le sujet de ce soir, Oui. on peut tout simplement dire que la règle déontologique numéro 1 de tout gouvernement serait d'être au service de son peuple et pas l'inverse.
Bravo, bravo, bravo. C'est une règle déontologique, sauf que le gouvernement, c'est pas, comment dirais-je, un corps de métier. C'est une règle morale, c'est une règle naturelle, c'est une règle qui devrait être indiscutable et indiscutée. Absolument. Mais pourquoi pas déontologique. Merci à toi, Sylvain. Excellent week-end, merci messieurs. Nous aurons le plaisir de nous retrouver lundi à partir de 20h30. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. En rappel, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.